Eh bien, bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui donc pour un exercice corrigé d'un sujet donc de bac maths qui est tombé en 2020. Nous sommes dans les Antilles et en Guyane. Donc c'est l'exercice numéro 1. Bien sûr, vous avez le sujet en description, vous avez un lien, vous cliquez dessus et vous atterrissez dessus immédiatement. Et donc vous prenez l'exercice 1, l'exercice de probabilité. Ok, donc n'hésitez pas à mettre sur pause pour lire d'abord tranquillement l'énoncé de l'exercice ou le faire par vous-même avant de regarder la correction qui va suivre tout de suite. Alors, on va parler de covoiturage. On nous dit Louise se rend au travail avec sa voiture. Sa collègue Zoé ne possède pas de voiture. Chaque matin, Louise propose donc à Zoé de l'emmener. Quelle que soit la réponse de Zoé, Louise lui propose de la ramener le soir. Donc que Zoé dise oui ou non le matin, Louise lui propose quand même le soir aussi de la ramener. Alors on se place donc un jour donné et on nous donne différentes informations. On nous dit la probabilité que Louise emmène Zoé le matin est de 0,55. Si Louise a emmené Zoé le matin, la probabilité qu'elle la ramène le soir est de 0,7. Et si Louise n'a pas emmené Zoé le matin, la probabilité qu'elle la ramène le soir est de 0,24. On va voir ce qu'on fait bien sûr de tout ça. On note les événements M et S. M, Louise emmène Zoé le matin. Et S, Louise ramène Zoé le soir. Et on vous demande de construire un arbre pondéré. Question assez classique. Alors bien sûr, il faut raisonner dans l'ordre chronologique des événements. Donc d'abord, soit Louise emmène Zoé le matin, soit elle ne l'emmène pas. Donc M, Louise emmène Zoé le matin, et M bar, elle ne l'emmène pas le matin. Ça, ce sont nos deux événements initiaux, dans l'ordre chronologique de la journée, on va dire ça comme ça. Et puis du coup, si elle l'emmène le matin, elle peut soit la ramener le soir, soit ne pas la ramener le soir. Et même chose, si elle ne l'emmène pas le matin, elle peut soit l'emmener quand même, la ramener le soir, soit ne pas la ramener. Voilà la structure de l'arbre pondéré. Enfin, il n'est pas encore pondéré, mais en tout cas, on a l'arbre. Bien, il suffit de prendre les informations là qu'on nous donne. On nous dit la probabilité que Louise emmène Zoé le matin est de 0,55. Donc la probabilité que... On dira maintenant, permettez-moi, je dirais la probabilité du matin et la probabilité du soir. Vous m'avez compris, je ne vais pas à chaque fois recontextualiser. Donc la probabilité du matin, c'est 0,55. Deuxième information, si Louise a emmené Zoé le matin, la probabilité qu'elle la ramène le soir est de 0,7. Ouais. Donc si matin, alors le soir, c'est 0,7. Le si, dans cette expression, dans cette façon de dire les choses, le si doit s'interpréter comme une probabilité conditionnelle. Vous voyez ? C'est-à-dire que on pourrait réécrire cette phrase en disant sachant que Louise a emmené Zoé le matin, alors la probabilité pour qu'elle la ramène aussi le soir est de 0,7. Donc notez-le, si pour vous c'est important, mais le si doit être interprété comme une probabilité conditionnelle, c'est-à-dire une probabilité qui se situe sur ce que moi j'appelle les branches secondaires, c'est-à-dire les branches après les événements initiaux. Donc tout ça là, ce sont des probabilités qu'on qualifie de conditionnelles. C'est-à-dire que le 0,7 s'écrit probabilité de S sachant M. Oui. Et donc, je vous ai dit que le si doit être interprété comme justement une probabilité conditionnelle. Donc, P de S, la probabilité du deuxième événement, sachant le premier, égale 0,7. Il y a d'autres expressions aussi qui font référence aux probabilités conditionnelles. C'est si dans un énoncé, vous avez aussi l'expression parmi. Parmi les étudiants du secondaire, eh bien ce parmi doit aussi s'interpréter comme une probabilité conditionnelle. Retenez-le, c'est toujours utile. J'ai déjà fait bien sûr des vidéos où on traitait de cas avec des parmi. Donc j'explique tout ça dans ces vidéos. Alors la dernière information, si Louise n'a pas emmené Zoé le matin, la probabilité qu'elle la ramène le soir quand même est de 0,24. Donc 0,24 est ici. C'est assis, donc c'est une conditionnelle.
Bon, du coup, à partir de ces trois informations numériques, je peux déduire bien sûr les autres. Si j'ai 0,55 là, j'ai 0,45 ici. Pourquoi? Parce que retenez-le, la somme des probabilités, écoutez bien, je vais l'écrire. La somme des probabilités de branches conjointes, vous comprenez hein, quand je dis conjointe, c'est-à-dire vous voyez, des branches qui reviennent à un même événement, à une même chose. Donc ça, ce sont des branches conjointes, puisqu'elles se rejoignent en M. Là, ce sont des branches conjointes, puisqu'elles se rejoignent en M bar, etc. Donc la somme des probabilités de branches conjointes est égale à 1. Du coup, si j'ai 0,55, par déduction, 1 moins 0,55, ça fait bien 0,45. Et là, on y va, 0,7, donc j'aurai 0,3. Et 0,24, j'aurai 0,76. Voilà mon arbre qui est enfin pondéré. Enfin, non, qui est pondéré du coup. Je vais effacer bien sûr ce qu'il y a sous le côté, ou quoi si c'est nécessaire, hein, si je ne dispose pas d'assez de place. Par contre, l'arbre, on le gardera sous les yeux jusqu'à temps qu'il ne nous sert plus. Alors, deuxième question, calculer P de M inter S et interpréter le résultat. Alors écoutez, les intersections, lorsqu'on dispose d'un arbre pondéré, c'est très simple. Les intersections se calculent en multipliant les probabilités des branches. Notez-le encore une fois, hein, si c'est important pour vous. Une intersection se calcule en multipliant les probabilités des branches. Autrement dit, si je veux M inter S, j'ai juste à multiplier les probabilités de M et de S. Alors, ça, bien sûr, là, je le dis très simplement. Hein, là, ce n'est pas la probabilité de S, mais vous avez compris. Hein. En fait, vous multipliez les probabilités qui sont sur le même chemin. Vous voyez, ici, on a un même chemin. Et bien, on multiplie les deux. Donc, on a 0,55 multiplié par 0,7. Théoriquement, si je l'écris de manière théorique, P de M inter S, alors attendez, avant de mettre 0,55 fois 0,7, je vais mettre la théorie, c'est P de M multiplié par P de S, sachant M. Voilà, ça c'est la formule. C'est-à-dire c'est P de M multiplié par la probabilité conditionnelle, P de S, sachant M. Donc 0,55 fois 0,7, on avait dit. Et vous allez obtenir 0,385. Qu'est-ce que ce résultat signifie? Eh bien, la probabilité que Louise emmène Zoé le matin et, c'est le et hein, qui est le plus important, et la ramène le soir est de 0,385. Donc la probabilité que Louise emmène Zoé le matin et en même temps qu'elle la ramène aussi le soir est de 0,385. C'est pas la même interprétation que ça. L'intersection, c'est pas la même chose que la probabilité conditionnelle. Pourtant, vous allez dire c'est la même chose dans le fond. Ici, c'est la probabilité qu'elle la ramène le soir, sachant qu'elle l'a emmenée le matin. Mais c'est pas la même chose que de dire que Louise emmène Zoé le matin et la ramène le soir aussi. En réalité, c'est pas la même chose, retenez-le bien. Il faudrait que je prenne un autre exemple, parce que là, c'est compliqué d'expliquer pourquoi c'est différent. Il faudrait que je prenne un exemple un peu plus numérique, avec un tableau, pour vous expliquer qu'une intersection, c'est pas la même chose qu'une probabilité conditionnelle. Parce que la conditionnelle ne travaille, enfin, la conditionnelle, pardon, elle appartient toujours à des sous-ensembles. C'est-à-dire que je prends S dans le sous-ensemble de M. Alors que M inter S, on raisonne dans l'ensemble global. Bon, vous comprendrez ça dans vos études supérieures. Ah, si vous faites des études d'éco-gestion, tout ça. Enfin, d'éco-gestion, même d'ingénieur, vous allez passer par là. Ou même la prépa, bien sûr. Ok, bon, mettez sur pause hein, pour recopier tranquillement, pour noter ce que je dis à l'oral, si vous voulez.
Alors, question 3. Démontrer que la probabilité de S est de 0,493. Donc je cherche P de S. Okay. Probabilité de S. Bah, la première chose qu'on remarque, c'est que S se trouve à deux endroits différents. S se trouve ici et se trouve ici. Donc, première réflexion, première réaction, c'est que S est lié à M et S est lié à M bar. Oui. Eh bien, la probabilité d'un événement, écoutez bien, la probabilité d'un événement qui dépend de deux autres événements, c'est la somme des intersections de cet événement avec ceux dont il dépend. Excusez-moi. Voilà. Donc la probabilité d'un événement qui se trouve sur des branches secondaires, c'est la somme des probabilités des intersections avec les événements dont il dépend. Vous comprenez? On a deux chemins, et puis on calcule l'intersection de ces deux chemins, et on ajoute les probabilités. Bon, M intéresse, on l'a, on a dit que c'était 0,385. Et comment je vais trouver M bar inter S? Ben, c'est pareil, je vais multiplier les probabilités des branches. Donc c'est 0,45 multiplié par 0,24. Vous calculez tout ça et vous tombez bien sur 0,493. Ce théorème porte un nom. On appelle ça le théorème des probabilités totales. Vous pouvez l'écrire sur votre copie, hein, ça. C'est toujours intéressant. Vous dites, voilà, pour déterminer la probabilité de S, on utilise le théorème des probabilités totales. Donc la probabilité d'un événement sur des branches secondaires, c'est la somme des intersections avec les événements primaires. On peut le dire comme ça. Et vous embêtez pas trop avec la technique. Retenez les formules et retenez voilà, la logique. Bah justement, en parlant de logique, vous allez voir que la prochaine question, on aura besoin de logique. Parce que les probabilités, c'est de la logique. Hein. Mais franchement, l'exercice de proba au bac, c'est vraiment l'exercice sur lequel vous pouvez gagner des points facilement. On va pas se mentir. C'est vraiment l'exercice. Si vraiment vous êtes paumé en maths, vraiment, hein, je dis, gagner, vous pouvez vraiment gagner des points avec les exercices sur les probas. C'est toujours la même chose. Ils nous remettent toujours la même chose chaque année. Vous vous entraînez sur un exercice, vous êtes sûr de retomber quasiment sur le même au bac, avec juste des informations, des données qui changent, c'est tout. Bien, mettez sur pause, j'efface. Alors, pourquoi on a besoin de logique pour la question suivante? Eh bien, on va la lire. On dit, on sait que Louise a ramené Zoé le soir. On sait que Louise a ramené Zoé le soir. Quelle est la probabilité que Louise l'ait emmenée le matin? Donc, on sait que Louise a ramené Zoé le soir, pardon. On sait que Louise a ramené Zoé le soir. On veut la probabilité qu'elle la ramène le matin. Et je vous vois derrière vos écrans. Vous allez me dire, bah, c'est P de S, sachant M. C'est la probabilité qu'elle la ramène le soir, sachant qu'elle l'a emmenée le matin. Eh bien non. Parce que là, il faut raisonner avec un certain ordre chronologique. La probabilité, écoutez, la probabilité de S sachant M, c'est quoi? C'est que Louise l'a emmenée le matin et on se demande la probabilité qu'elle la ramène le soir. Mais là, c'est l'inverse qu'on se pose. Ici, on nous dit que Louise a ramené Zoé le soir et on veut la probabilité qu'elle l'a emmenée le matin. Donc, c'est inversé. Ce n'est pas la même probabilité que vous devez trouver. Vous comprenez? Dans l'énoncé, on disait, si Louise emmène Zoé le matin, alors la probabilité du soir est de machin, est de 0,7. Là, c'est si Louise a ramené Zoé le soir, quelle est la probabilité qu'elle l'a emmené le matin? Et donc ça, regardez bien, c'est P de M sachant S. Eh oui, c'est ça que je dois calculer. P de M sachant S. Raisonnez toujours
voyez, pensez toujours à cette idée, à cette histoire d'ordre chronologique. Elle la ramène le soir, c'est quoi le matin? Alors que dans l'énoncé, c'était elle l'emmène le matin, c'est quoi le soir? Bon, formule des probabilités conditionnelles, c'est l'intersection divisée par la probabilité du sachant que, c'est-à-dire la probabilité de S. C'est toujours le sachant que. Alors je note comme ça, mais c'est vrai que oui. Vous pouvez aussi écrire comme ça. Hein. P de M sachant S. C'est la même écriture. P de M inter S, on l'a déjà calculé. C'est la question 2. C'est 0,385. Et P de S, bah, c'est la question juste avant. C'est 0,493. Et donc vous allez trouver 0,781. Tiens, c'est quand même bizarre. Bah oui, juste avant, dans la question juste avant, ils nous ont demandé de calculer P de S. Tiens, comme par hasard, je dois réutiliser P de S. Écoutez, retenez une chose. Ça vaut pour tous les exercices de maths que vous allez avoir au bac. Dans 80-90% des cas, la réponse précédente vous aidera toujours à répondre à la question suivante. C'est d'une logique implacable. Vérifiez-le par vous-même. Faites des exercices, faites des annales de bac maths, vous verrez que dans la très grande majorité des cas, la réponse précédente nous aide à trouver la réponse suivante. Donc là, on a bien utilisé P de S juste avant. Ça vaut encore plus pour les suites. Là, dans 100% des cas, les suites, c'est sûr que vous devez vous aider de la réponse précédente. Bon, si vous avez compris ça, c'est bien. Puisque nous allons passer à la loi normale. Et là, vous avez intérêt à avoir des piles qui fonctionnent dans vos calculatrices. Bien, du coup j'efface tout hein, parce qu'on n'a plus besoin de l'arbre. Partie B. Alors, on nous dit le temps de trajet de Louise. Donc là, maintenant, on va s'intéresser à son temps de trajet. On s'est intéressé à la relation entre Louise et Zoé. Hein. Elle l'emmène pas. Là, on va s'intéresser au temps de trajet. Donc, le temps de trajet de Louise, en minutes, entre son domicile et son travail, peut être modélisé par une variable x qui suit la loi normale d'espérance 28 et d'écart type 5. Donc, on peut écrire x suit une loi normale 28 et 5. L'espérance et l'écart type. Calculer P de x inférieur ou égal à 25. Alors déjà, la première chose que vous devez savoir, c'est que lorsqu'on travaille avec la loi normale, on s'en fiche complètement, hein, que ce soit inférieur ou égal ou strictement inférieur. Déjà, première chose, dites-vous ça. On se fiche complètement avec la loi normale, mais toutes les lois qu'on qualifie de continues, avec la loi normale, on se fiche complètement que nous ayons du inférieur ou égal ou du strictement inférieur. Ok. Et donc ça, vous allez utiliser vos calculatrices. Donc, je vous explique la logique. Vous allez, et après, je dis voilà, je vais dire éventuellement les pièges, etc. Dans lesquels il faut pas tomber. Donc, vous allez dans le menu liste. Donc, vous allez dans votre menu et vous allez sur liste. C'est le deuxième, normalement. Oui, alors, je parle pour les Casio. Excusez-moi pour ceux qui utilisent les autres calculatrices, mais je parle des Casio Graphica, là. Notamment la 35+. Parce que vous n'avez pas besoin de plus qu'une 35+, hein, pour le bac. Donc, vous allez dans le menu liste. C'est le deuxième. Vous allez cliquer sur F5. Ça s'appelle distribution en fait. Si on l'écrivait en entier, ce serait distribution. F5. Okay. Vous allez voir qu'en F1, vous avez norme. C'est la loi normale. Donc vous cliquez sur F1. Norme. Ok. Et là, vous avez trois choix possibles. Hein, NPD, normalement, NCD. Et l'autre, c'est inter, je sais plus quoi, enfin, oui, inv-n. Alors écoutez-moi bien. Lorsque vous voulez déterminer des probabilités avec des inférieurs ou des supérieurs, vous prenez toujours le NCD. Le NCD, donc je crois que c'est c'est F2. Ok? Donc notez-le ça. Hein. Dès que vous voulez calculer des probabilités avec des inférieurs ou des supérieurs, vous prenez toujours le NCD. Donc vous
tapez sur F2 NCD. Et là, vous avez 4 choses à rentrer. Lower, upper, sigma et mu. On peut déjà dire que sigma, c'est l'écart type. Oui, moi j'ai écrit θ, peu importe. Sigma, θ, peu importe le symbole que vous utilisez. Donc ici, sigma, correspond à l'écart type. Mu correspond à l'espérance. Donc ça veut dire que vous rentrez, θ, vous rentrez 5, sigma, et mu 28. Ah, je sais que j'écris θ, mais en fait, je dis toujours sigma, c'est une habitude, c'est une vieille habitude. Donc écart type 5, donc en fait je rentre les informations de la loi normale. Lower, écoutez, regardez bien. On veut l'interpréter que x soit inférieur à 25. Ça veut donc dire que x est compris entre quoi et quoi? Parce que NCD, je vous l'ai dit, retenez-le bien, NCD vous permet de calculer des inférieurs ou des supérieurs. Mais la vraie définition du NCD sur vos calculatrices, c'est un intervalle. C'est-à-dire x est compris entre quoi et quoi? On sait déjà qu'il est plus petit que 25, donc je peux écrire 25 ici. Ouais. Donc le upper, c'est la borne supérieure. C'est ça votre upper. Ok. Et vous vous doutez bien que votre lower, il est ici. Ah, mais qu'est-ce que je dois enregistrer? Une loi normale est définie sur R tout entier. Une loi normale est définie, oui, je peux plutôt dire sur R, comme ça, voilà, est définie sur R. Donc, si on veut que x soit plus petit que 25, tout ce qu'on sait, c'est qu'il est plus grand que moins l'infini. Ah oui, c'est comme ça que ça marche. Ouais, mais je ne peux pas rentrer moins l'infini dans lower. Non, mais c'est pas grave. Tapez un grand nombre négatif. Moi, je vous conseille d'écrire moins et d'avoir rajouté 7 zéros, c'est largement suffisant. Voilà, vous écrivez ça. Donc, 1, 2, 3, 1, 2, 3, voilà. Ok? Donc, vous écrivez moins 10 millions. Voilà, vous écrivez moins 10 millions. C'est suffisant. Ne mettez pas 25 zéros, hein. C'est pas la peine, ça sert à rien. Vous en mettez 7, faites-moi confiance, c'est largement suffisant. Et une fois que vous avez tapé votre lower, votre upper, votre sigma, votre θ, écart type, et votre mu, l'espérance, vous cliquez sur excès, en bas à droite de votre calculatrice, et vous tombez sur la probabilité. Tout de suite, vous tombez sur la probabilité, ici, donc P de x inférieur ou égal à 25, enfin inférieur à 25 même, c'est 0,2743. Voilà. Vous tombez normalement là-dessus. Faites-le en même temps pour vérifier. Ça va? Vous inquiétez pas, on va utiliser là dans l'exercice le troisième bouton, le inv-n. Vous allez voir pourquoi. Mais là, retenez que dès que vous voulez trouver des probabilités de inférieur-supérieur, c'est NCD. Ok, mettez sur pause, je vais effacer. Oui, je suis désolé pour ceux qui utilisent des TI. C'est pas que... de toute façon, vos enseignants vous ont donné l'explication, mais moi j'utilise la Casio, donc voilà. Enfin, ça ne doit pas être très différent. Calculer la probabilité que le temps de trajet soit compris entre 18 et 38 minutes. Du coup, on doit calculer la probabilité que x soit compris entre 18 et 38. Ok? Donc le temps de trajet, c'est donné par la variable aléatoire x, en minutes, donc compris entre 18 minutes et 38 minutes. C'est reparti, vous allez dans liste, F5 distribution, F1 normal, et vous prenez NCD, lower, moins 10 puissance 7, pardon, autant pour moi, oui, je suis encore sur la question d'avant, pardon. Donc lower ici, ce sera 18, upper 38, l'écart type c'est toujours 5, et l'espérance c'est toujours 28. Cliquez sur excès, et vous tombez sur 0,954.
Donc c'est une variable qui est plutôt centrée autour de sa moyenne. Bien. Donc c'est la même chose que la question précédente. Alors, question 3. Déterminer la durée petit d, arrondie à la minute, telle que P de x supérieur à d égale 0. Et donc on doit déterminer petit d. On doit faire l'inverse de ce qu'on a fait dans les deux premières questions, parce que dans les deux premières questions, on devait trouver la valeur de la probabilité. Et on avait petit d. 18, 38, 25, etc. Là, vous avez la probabilité, et vous devez trouver la valeur de petit d. Vous devez trouver la valeur, en gros, de la variable aléatoire connaissant la probabilité. Ouais. Alors, vous êtes d'accord avec moi que P de x supérieur ou égal à d égale 0,1, c'est la même chose que P de x inférieur à d égale 0,9. Vous êtes d'accord avec ça? Si plus grand que d, ça fait 0,1, bah plus petit que d, ça fait 0,9 le reste. Et là, donc, pareil, vous allez dans liste, vous cliquez sur distribution F5 et vous cliquez sur le normal F1. Et là, vous allez cliquer sur F3, c'est-à-dire le 1n. Le 1n vous permet justement de déterminer la valeur de la variable aléatoire connaissant la probabilité. Donc, le 1n vous servira toujours dans des cas comme ça, où vous avez la probabilité et vous devez trouver la valeur de petit d. Ouais. Et là, vous avez trois informations. Vous avez area, area, voilà. Donc c'est la zone. Vous avez toujours l'écart type et vous avez toujours l'espérance. Donc l'écart type c'est toujours 5, l'espérance c'est toujours 28. Et l'area, eh bien c'est tout simplement la valeur de la probabilité. Donc ici je mets 0,10. Vous cliquez sur excès et vous trouvez, alors attendez, on doit arrondir, vous trouvez 34,4. Mais c'est 34,4 minutes, puisque la variable est exprimée en minutes. Mais nous, on vous demande dans la question d'arrondir à la minute près. Donc on dira que d égale 34 minutes. Ok. Ça avait été 34,6, j'aurais dit 35 minutes. Mais là, on parle d'arrondi. Donc comme c'est plus petit que 5, on prend l'unité existante. 34. Vous pouvez raisonner avec le supérieur, là, le 0,1, mais moi j'ai toujours pris l'habitude, et je vous conseille de le faire, de raisonner avec des inférieurs, parce que pour la loi normale, lorsque vous allez lire dans vos études dans l'année prochaine, ou même peut-être dans 2 ans, ça dépend pour qui, vous allez devoir utiliser des tables, ce qu'on appelle la table de la loi normale. Et vous verrez que la table de la loi normale, c'est-à-dire vous n'utiliserez plus vos calculatrices. Vous allez pouvoir déterminer tout ce qu'on a fait là depuis la première question, vous allez pouvoir déterminer les résultats grâce à une table. Mais les tables ne liront que les inférieurs. Et vous verrez que vous allez devoir parfois jouer avec des modifications. Donc, conseil, prenez l'habitude de modifier toujours les supérieurs en inférieurs. J'ai déjà fait des vidéos, bien sûr, pour ceux qui voudraient anticiper. Ok. Allez, mettez sur pause. Alors, question 4. Louise a maintenant trouvé un itinéraire plus rapide. Désormais, le temps de trajet peut être modélisé toujours par une variable aléatoire y. Donc, au lieu de x, j'ai une variable y, qui suit la loi normale d'espérance 26 et d'écart type sigma, que je ne connais pas. Je ne connais pas sigma, on ne nous donne pas sa valeur. Mais on sait que P de y supérieur ou égal à 30
est égal à 0,1. Déterminer l'arrondi au centième de sigma. Donc ici, notre inconnu, c'est l'écart type. Ok? Et donc, on doit déterminer la valeur de sigma au centième. Bah, vous allez me dire, il n'y a pas de problème. On connaît la probabilité, bah, on utilise inv_n. Alors oui, on va utiliser inv_n. Hein, notez-le tout de suite. On va utiliser dans liste, là, F5, F1 dans la loi normale, on va utiliser le F3, inv_n. Mais il n'y a pas un petit problème. Je vous rappelle que dans le inv_n, vous devrez rentrer l'area, oui, sigma, pardon, je vais bugger, et mu. Bon, ça, vous êtes d'accord encore une fois avec moi que c'est la même chose. Hein. P de y supérieur à 30 égale 0,1, c'est-à-dire P de y inférieur à 30 égale 0,9. Donc vous allez me dire, bah, on va rentrer 0,9, on va rentrer 26. Vous voyez, vous mettez quoi là pour sigma? Bah, vous pouvez pas, vous ne connaissez pas la valeur de sigma. Ah, bah pourtant, il nous demande de déterminer avec la calculatrice. Enfin, non, il ne demande pas, mais on n'a pas le choix d'utiliser la calculatrice puisqu'on n'a pas de table de la loi normale. Eh bien, il va falloir recourir à une petite modification. On va modifier la variable y. Pourquoi? Bah, y est une loi normale, est une variable aléatoire qui suit une loi normale tout à fait ordinaire. 26, bref, une espérance et un écart type. Mais vous savez que toute variable qui suit une loi normale peut être transformée en une loi normale centrée réduite. Donc on va modifier y. Donc y, on va la transformer en fait en loi normale centrée réduite. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien ça veut dire, regardez, si y, vous lui retirez son espérance, et que vous divisez le tout par l'écart type, on peut dire que ça, alors on va la noter y', c'est une sorte de nouvelle variable aléatoire, hein, quelque part, eh bien cette variable suivra toujours une loi normale de paramètre 0,1. Toujours. À partir du moment où vous prenez une variable qui suit une loi normale, vous lui retirez son espérance, et vous divisez le tout par son écart type, ça suivra une loi normale de paramètre 0,1. L'espérance vaut 0 et l'écart type vaut 1. Ah oui, donc ça veut dire que dans mon inv_n, je peux écrire dans l'area 0,9, je peux écrire dans sigma, bah, je vais écrire quoi? Bah, il vaut 1. Et je peux écrire pour mu, l'espérance, 0. Ok. Attendez, hein. Suivez, au pire, regardez, puis vous revenez en arrière après pour tout recopier. Ok, vous allez obtenir quelque chose. Ouais. Vous allez obtenir 1,281. Donc si vous tapez excès, vous tombez sur 1,281. Ça, faites-le si vous voulez vérifier tout de suite. Mais ce 1,281, c'est la valeur de quoi? Bah attention, c'est pas la valeur. Vous vous souvenez de la question précédente, on avait dit ça aurait été petit d. La valeur de petit d. On avait trouvé. Mais non, là non. Là, vous avez la valeur de ça. De y moins 26 sur sigma. Ah oui, on a modifié. Donc vous ne pouvez plus dire que c'est la valeur de y. Ici, y c'est 30. Hein, donc vous pouvez noter, oui, ça. Au lieu de y, notez 30. Ok? Voilà, ça c'est la même, c'est pareil. C'est pareil. Hein, c'est la valeur de y dans la probabilité. Donc ça suit le normal 0,1. Ok, je trouve 1,281. Mais 1,281, c'est pas la valeur de petit d, c'est la valeur de 30 moins 26 sur sigma. C'est ça qui vaut 1,281. Comprenez? Et du coup, bah, on a une équation à résoudre pour trouver sigma. Bon, bah, vous la résolvez, hein, je pense que c'est pas compliqué. Et vous trouvez sigma environ, donc au centième, 3,12. Deux chiffres après la virgule. Ça va? Donc quand vous ne connaissez pas, on aurait pu vous poser la question avec comme inconnu la moyenne, enfin l'espérance. Ben, ça aurait été la même chose. Vous devez transformer donc la loi en une loi normale centrée réduite, utiliser n avec la loi normale centrée réduite, et la valeur que vous trouvez, vous l'égalisez au changement de variable que vous avez opéré. Yes.
Bon, là, mettez sur pause pour recopier tranquillement. Alors, dernière partie, et dernière question aussi. Partie C. On vous dit que l'entreprise de Louise indique sur son site internet, que 35% de ses salariés pratiquent le covoiturage. Un sondage effectué au sein de l'entreprise montre que sur 254 salariés choisis, 82 pratiquent le covoiturage. Ce sondage remet-il en cause l'information publiée par l'entreprise sur son site internet? Alors, j'avais déjà fait une vidéo, j'avais bien détaillé, mais je vais redétailler, je vais vous expliquer la chose. Ici, vous voyez, au début de l'énoncé, de la partie, on vous dit que l'entreprise indique sur son site internet que 35% de ses salariés pratiquent le covoiturage. Autrement dit, nous avons une affirmation. Hein, donc, on peut dire la question, ou la partie C, elle commence avec une affirmation concernant ce qu'on appelle en statistique la population. Attention, la population ici, ce sont des individus, mais ce n'est pas toujours le cas. Ce qu'on appelle population, on pouvait remplacer par ensemble. On peut travailler sur des voitures, par exemple, et on appellera l'ensemble des voitures la population. Vous comprenez? C'est l'ensemble, la population. Donc là, on a une affirmation, parce qu'il dit, sur son site, 35% des salariés. Ça veut dire 35% de tous les salariés pratiquent le covoiturage. Vous comprenez pourquoi on a une affirmation qui concerne la population? Parce que là, c'est clair. 35% de tous les salariés pratiquent le covoiturage. On va noter P égale 35%. Et vous me permettez d'écrire 0,35. Et nous, on prend un sondage. Donc, c'est-à-dire, on prend ce qu'on appelle on fait un sondage, pardon. Et donc, on prend ce qu'on appelle un échantillon. Ici, l'échantillon, il vaut 254. On prend 254 salariés. C'est un échantillon. Et on vous demande, est-ce que cet échantillon confirme la statistique de la population? Autrement dit, oui, on a une affirmation qui concerne la population. Et nous souhaitons une confirmation qui concerne un échantillon. Un échantillon, c'est une partie de la population. Hein. Un échantillon, ici, de taille 254. On note le symbole petit n. Retenez-le bien. Hein. Et petit. Donc, retenez bien aussi oui, les symboles. Donc, petit p, c'est le pourcentage dans la population. Et petit n, c'est la taille de l'échantillon. Vous comprenez ou pas? On affirme quelque chose qui concerne la population, 35%. À partir d'un échantillon, on veut vérifier si c'est vrai. Eh bien, dans ce cas, on utilisera ce qu'on appelle un intervalle de fluctuation. Et on appelle même un intervalle de fluctuation asymptotique. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce que si c'était l'inverse, écoutez bien, si c'était l'inverse, si nous avions une affirmation qui concernait un échantillon et qu'on voulait une confirmation sur une population, c'est l'inverse, hein, on aurait utilisé un intervalle de confiance. C'est à peu près la même formule, hein, mais pas tout à fait. Voilà, retenez ça. Là, on affirme quelque chose dans la population, on veut confirmer si c'est vrai dans le cadre d'un échantillon. Et là, c'est l'inverse. On affirme, on dit, voilà, dans un échantillon, on a tel pourcentage. Peut-on affirmer que dans la population, on a tel pourcentage, intervalle de confiance? Donc, mettez sur pause, puisque nous, c'est l'intervalle de fluctuation qui nous intéresse. Alors, c'est quoi? C'est une formule. Alors, un intervalle de fluctuation asymptotique en terminale, on le fait toujours à 95%. C'est-à-dire qu'on prend un risque de 5%, un risque d'erreur. Ça veut dire que mon intervalle sera vrai à 95%. Il n'est pas totalement vrai, mais c'est normal, on est en probabilité. Sinon, on sera en statistique si on affirmait les choses définitivement. Donc là, comme on est en probabilité, on pourra affirmer à 95% près que l'intervalle est... Enfin, en tout cas, que la valeur se trouve dans l'intervalle. Alors, c'est quoi la formule? Retenez, CP, plus ou moins 1,96 racine carrée de P, facteur de 1 moins P sur N. Voilà.
C'est pas compliqué, hein, ça paraît comme ça visuellement, mais en fait, il faut juste, on remplace P et N et puis c'est fait. Autrement dit, ce sera 0,35. Donc P, je vous rappelle, c'est la statistique de la population. P, donc moins 1,96 racine de 0,35 multiplié par 0,65 divisé par 254, point virgule, 0,35 plus 1,96 racine de 0,35 fois 0,65 sur 254. Hop, et je ferme l'intervalle. C'est pour ça que j'ai écrit comme ça, plus ou moins. C'est juste la borne inférieure, c'est le moins, et la borne supérieure, c'est le plus. Vous tapez tout ça et vous trouvez 0,291 pour la borne inférieure et 0,409 pour la borne supérieure. Attendez, l'exercice, on n'a pas encore répondu totalement à la question. Là, j'ai mon intervalle de fluctuation asymptotique à 95% qui va me permettre de répondre à la question. On a fait la première étape. Qu'est-ce qu'il reste à faire une fois qu'on a ça? Vous prenez la valeur dans l'échantillon. On vous dit que sur les 254, allez bien, sur les 254 salariés, il y en a 82 qui pratiquent le covoiturage. Vous calculez la proportion dans l'échantillon de ceux qui pratiquent le covoiturage. Il y en a 82 sur 254. Ça fait 0,323. Ouais, je prends la proportion. Alors, il y a plusieurs écritures. Certains le notent P bar, certains le notent FN. Pour le Front National. Hein. Oh, allez, on va noter P bar. Ouais. Donc ça, c'est la statistique dans l'échantillon. Vous comprenez le calcul? Je prends juste la proportion de ceux qui pratiquent le covoiturage dans l'échantillon. Et maintenant, ce que vous allez faire, c'est que vous allez vérifier si cette valeur appartient à l'intervalle. Est-ce que 0,323 appartient à l'intervalle? Oui. 0,323 est bien compris entre 0,291. Donc 0,323 appartient à l'intervalle. Bon, faites des phrases, hein. Moi je le note de manière mathématique, mais vous faites plutôt de jolies phrases. Donc 0,323 appartient à l'intervalle de fluctuation. Donc ça veut dire que, écoutez bien, la valeur dans l'échantillon ne permet pas de remettre en cause l'affirmation de la population. Ok. Parce que la question c'était, est-ce que le sondage remet-il en cause, est-ce que ce sondage, est-ce que la valeur dans l'échantillon remet en cause cette affirmation? Non. Puisque la valeur dans l'échantillon, la proportion dans l'échantillon, appartient à l'intervalle de la population. Dit autrement, c'est-à-dire que l'échantillon confirme l'affirmation. Okay. Donc là, je mets comme ça, il n'y a pas de remise en cause. Mais ça veut dire, dit autrement, ça veut dire que la statistique de l'échantillon confirme l'affirmation dans la population. Ouais. Voilà. Et dans l'autre sens, on aurait fait un intervalle de confiance. Vous savez, c'est quoi la différence avec l'intervalle de confiance au niveau de la formule? La différence, c'est que au lieu de prendre P, c'est-à-dire au lieu de prendre la statistique de la population, on prend la statistique de l'échantillon. C'est tout. C'est la seule différence. Au lieu de P, vous mettez des P bar, et puis c'est bon, c'est réglé, vous avez votre intervalle de confiance. Vous avez votre cours sous les yeux, donc vous devez le savoir. Bien voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner pour soutenir la chaîne, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos.